Hey, salutations bande de Yule, c'est le Don, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 937 de One Piece, chapitre assez particulier parce qu'il présente bon nombre de points positifs qui n'en seraient tout simplement pas s'il n'y avait pas les points négatifs. On peut parler justement de la surcharge d'informations mêlée au rythme endiablé des chapitres par rapport à cet arc Wano Kuni, et justement ces informations et parmi elles des informations croustillantes qui sont servies comme sur un plateau, et du coup on se rend vite compte que la narration manque un petit peu de naturel. Alors si vous êtes prêts pour qu'on parle de ce chapitre, c'est parti. Alors en premier lieu, nous retrouvons Big Mom, Chopper, Okiku, Otama et sans oublier Mononosuke. Et entre ce dernier qui s'entraîne au sabre comme à son habitude et Big Mom et Otama qui se hype pour la bouffe à venir, on a un Chopper qui commence à culpabiliser en pensant que si Big Mom arrive à la prison de Udon, là où se trouve Luffy, il risque de plus le gêner qu'autre chose, mais à condition que cette dernière, Big Mom, redevienne elle-même et retrouve sa mémoire. Mais étant donné que dans One Piece jamais rien ne se produit comme prévu, on peut s'attendre à ce que le personnage de Big Mom intervienne comme un immense élément perturbateur qui puisse s'entraîner ne serait-ce qu'une évasion générale. Ce serait cool. Et justement, dans cette prison, pendant que Luffy éclate et réduit à néant absolument tout le personnel de la prison, et ce dans le but de s'entraîner à manier le haki, et haki d'une autre sorte qu'on a l'habitude de voir, car ici, Luffy essaie d'imiter l'utilisation du haki qu'a fait Rayleigh en introduction de son entraînement juste avant l'ellipse des 2 ans, qui ne consiste plus à concentrer son haki dans une partie du corps, mais à l'extérieur de celui-ci. On pourrait voir ça comme un mélange entre le haki des rois et le haki de l'armement. Et pour l'exemple, on peut penser aux 3 amiraux qui arrêtent l'une des attaques de Barbe Blanche pendant la guerre au sommet de Marineford, ou alors aux impacts projetés par le mec qui s'occupe des pacifistas sur les îles Sabondi avant l'ellipse des 2 ans, mais aussi après, mais bon bref, pas important. Et comme Luffy l'a fait remarquer, il s'agit bel et bien d'un niveau supérieur de haki et qui nécessite ne serait-ce qu'une certaine maîtrise à tous les coups. Et moi je pense personnellement que si Luffy doit vraiment éveiller un nouveau stade du haki, ça se fera inconsciemment quand la situation sera désespérée. C'est quelque chose qui se fera inconsciemment dans l'action et non pas sur commande. Et comme c'est une technique qui est défensive, on peut s'attendre à ce que ça arrive contre un ennemi puissant, soit contre un directeur de la prison, soit contre Queen, soit contre King. Et comme on l'a vu récemment dans l'animé avec le combat contre Katakuri, et notamment le flashback qu'a Luffy avec son maître Rayleigh, où ce dernier nous apprenait que tout simplement le haki s'améliore quand l'individu utilisateur se retrouve dans ses derniers retranchements, quand il se retrouve face à de vraies difficultés. Du coup la question maintenant c'est de savoir contre qui Luffy va se retrouver en difficulté. Affaire à suivre. Et pendant que Luffy fait ça, Queen, la calamité, est tout simplement en train de s'enfiler des bols de haricots rouges. Haricots qui justement font tout simplement l'objet de convoitise de Big Mom et de Otama, qui une page plus tôt était en train de se hyper pour la bouffe. Là on a tout simplement Queen qui est en train de s'enfiler des bols de ce fameux haricot en disant que c'est son plaisir coupable et qu'il n'en donnera à strictement personne. Personne. Est-ce qu'on peut dire que la subtilité est morte? Oui, mais à vrai dire c'est pas le seul point négatif qu'il y a dans ce chapitre. Oda on commence à le connaître maintenant. Lui et la subtilité ça fait 2, voire même 4, voire même 10 milliards. Est-ce que je rage? La réponse est oui, Jimmy. Et du coup, pour en revenir vraiment à Big Mom, j'ai du mal à croire que celle-ci va commencer à nous faire une crise alimentaire, crise qui sont bien à son image, on va se le dire. Mais étant donné que celle-ci a perdu la mémoire et ses habitudes alimentaires, et comme on a vu dans son flashback, quand elle était sur Airbuff et qu'il y avait justement la cérémonie qui justifiait le fait que les personnages devaient se mettre à jeun pendant plusieurs jours, on a vu que celle-ci avait un certain seuil de tolérance. Du coup, si elle ne commence pas une crise alimentaire, on peut être sûr que celle-ci va tout simplement se mettre en colère. Mais bon, à partir de là, ça va être difficile à prédire parce que non seulement, comme je le disais dans ma dernière vidéo, à partir du moment où cette dernière va se faire repérer, les informations vont très vite remonter jusqu'à Kaido et ça pourrait très vite partir en vrille. Et et étant donné que Luffy et Yogoro le Fleuri ont encore leur collier décapitant sur eux, leur liberté d'action est complètement compromise. Du coup, on peut s'attendre à ce que l'histoire reste dans une espèce de stase, dans cette prison. Du coup, on va rien devoir attendre de bien spécifique, si ce n'est l'arrivée de Big Mom et la libération de Kamawatsu. À partir de là, on pourra vraiment penser à un déblocage de l'intrigue et que ça pourra s'éclaircir. Du coup, vaut mieux attendre que Luffy continue son entraînement et comme ça, les autres intrigues qui à côté, le reste de l'équipage, peut se faire tranquillement. Et comme par hasard, et Oda ne cache même plus ses facilités scénaristiques, Queen dit tout simplement qu'il vaut mieux faire durer le combat avec le nombre que directement avec ses vice-directeurs. Un simple prétexte pour continuer à bouffer, en regardant son petit divertissement. Et comme je te disais un peu plus
tôt, étant donné que c'est absolument tout le personnel de la prison qui est en train de se faire rétamer, bah pour une potentielle évasion, ben ça aide pas beaucoup en fait. Et du coup, pour en revenir à Yogoro le Fleuri et à Luffy, lorsque ce dernier parlait voilà du haki de niveau supérieur et a fait une référence à Rayleigh, on a vu que justement Yogoro a tilté sur le nom de Rayleigh. Et comme on a appris que c'était un personnage assez important à Wano Kuni, ben, il y a de ça 20 ans, lorsque Gold Roger était encore en vie, et a fait la rencontre de Oden, etc., etc. Sans surprise, on peut s'attendre à ce qu'il y ait eu voilà une rencontre entre les deux clans, les Yakuza et l'équipage de Roger, ainsi que le plan politique avec Oden. Question qui a rien à voir un peu, mais la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que Wano Kuni était sous la protection de justement Gold Roger il y a de ça 20 ans? Et du coup, est-ce que l'arrivée de Kaido coïnciderait tout simplement avec l'exécution de ce dernier? Il y a une probabilité, mais dans ce cas-là, ce serait assez triste parce que la mort de Roger aurait entraîné par la même occasion la mort de bon nombre de personnes importantes. Du coup, tout ça pour dire que je me demande quelle image a Roger par rapport aux habitants de Wano Kuni et si ce dernier est venu, et ça c'est quasiment sûr. Et du coup, ben voilà, Luffy qui incarne un peu la relève, et comme dans mes théories, voilà, dans les précédentes vidéos, il faut justement qu'on augmente son prestige dans la population de Wano Kuni pour que les gens puissent croire ne serait-ce qu'en quelqu'un. Et là, vraiment, j'espère vraiment que Oda ne va pas faire trop traîner les choses en longueur. On a déjà suffisamment de sous-intrigues et d'informations qui nous arrivent, voilà, en pleine figure à chaque chapitre, que ça en devient limite indigeste. Mais après réflexion, voilà, dans ce chapitre, on a eu droit à deux situations, Luffy dans la prison et Zoro qui est juste après. Et justement, on y arrive. Et pour parler vraiment de Zoro, et moi qui me plaignais, voilà, dans mes précédentes vidéos que justement on le voyait pas assez, ici la mise en scène a permis voilà, de le valoriser, mais par contre, cette fameuse mise en scène est complètement à l'image de ce que je reproche à One Piece ces derniers temps. Dans ma vidéo qui s'intitulait Oda rush-t-il son manga, je reprochais au manga justement une certaine monotonie dans la construction de son arc, un abus de facilité scénaristique pour écarter les personnages les plus importants et les plus puissants, au détriment d'apports d'informations et de lore, et donc que les personnages sont réduits à l'état de pions, et ce dans le seul et unique but de pouvoir développer avec plus de tranquillité, tout simplement l'arc de Wano Kuni, les enjeux, les personnages et les circonstances. Du coup, si je dois résumer dans l'absolu ce que je reproche à One Piece dans ces derniers chapitres, c'est tout simplement de nouvelles informations sont apportées, il y a une facilité scénaristique qui apparaît et donc qui met le personnage dans une situation bien problématique qui l'empêche d'évoluer de lui-même et met en face de lui un chemin déjà tout tracé, et ensuite on passe à l'intrigue. Donc des informations, une facilité scénaristique et enfin l'intrigue. Du coup voilà, si je dois pousser l'analyse et la critique encore plus loin, je dirais que Oda a tout simplement peur de rendre son manga un peu moins divertissant et s'enferme dans une espèce de monotonie, et ce de manière complètement justifiée justement avec le concept de la pièce de théâtre qu'il associe à son manga. Étant donné le surnombre de sous-intrigues qui sont déjà lancées dans cet arc et actuellement, le mec est obligé de voilà faire des choix pour rendre son manga un peu plus fluide, malgré la surcharge d'informations qu'il est obligé de transmettre. On sent que le mec est pressé d'arriver aux choses sérieuses, que le mec veut accélérer le rythme pour que vraiment voilà on arrive aux choses sérieuses, au serious business comme on peut dire. Après il faut pas oublier que voilà le mec est publié dans le Weekly Shonen Jump et qu'à chaque fois qu'il publie un chapitre, il faut pas oublier qu'il est dans une espèce de compétition. Il faut que voilà les lecteurs soient rassasiés, que ça reste divertissant, etc., etc. en comparaison de la concurrence. Bref, passons. On va essayer d'accélérer le rythme et on va enfin pouvoir parler de Zoro. Et justement, lorsque celui-ci discutait avec le gardien du pont, qui fait référence avec la légende de Benkei et qui se prénomme Gyukimaru, on découvre que tout simplement Komurasaki, le ran de Wano, est encore en vie. Sans surprise, j'ai fait une théorie là-dessus, je suis fier de moi. Mais c'est vrai qu'à première vue, quand on lit le chapitre, on peut se demander si c'est vraiment elle, mais moi qui ai dessiné à plusieurs reprises le personnage pour mes visuels, etc., mais on la reconnaît tout simplement à ses yeux. Et bon, oui, c'est vrai, on va se l'admettre que les personnages féminins, voilà, se ressemblent un peu tous. Et pour prendre la défense de Oda, je vais tout simplement prendre mon exemple à moi, en tant que dessinateur. La vérité, ça paraît évident comme ça, c'est que quand on est un mec, il est beaucoup plus difficile pour nous de dessiner, voilà, un personnage féminin. C'est quelque chose qui se fait beaucoup moins naturellement. Nous, voilà, du moment que tous les matins, voilà, on se regarde dans la glace, on a les proportions masculines, voilà, directement intégrées dans le cerveau, dans l'inconscient. On peut dessiner facilement des personnages masculins, voilà, à plus savoir qu'à en faire. Alors qu'un personnage féminin, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'en a pas sous les yeux tout le temps. Et du coup, quand on s'entraîne à dessiner, ben voilà, quand on dessine les premiers personnages féminins pour son manga, ben on essaye de s'attacher à un espèce d'idéal, voilà, de la féminisation. On essaye de s'attacher, voilà, toujours au même modèle parce que c'est beaucoup plus difficile pour nous. Et du coup, ben si les personnages féminins se ressemblent, ben c'est tout simplement parce que Oda se réfère toujours à plus ou moins son idéal, à son modèle. Et c'est quelque chose qui se répercute assez souvent selon les dessinateurs. Il n'y a pas que lui, voilà, à qui on peut reprocher que les personnages féminins se ressemblent. Après, voilà, moi je donne mon avis de dessinateur comme ça. Mais s'il faut, à tout moment, le mec, en fait, il a juste la flemme de vraiment se donner la peine de faire des personnages différents. Si ce n'est la forme du nez, des lèvres, des yeux et même la coupe de cheveux, ce qui les unit toutes, c'est tout simplement les
traits et les formes du corps, les proportions tout simplement. Ce que j'ai pu observer, c'est que tout simplement Oda n'utilise pas de traits de construction quand il dessine ses personnages. Du coup, c'est normal que voilà, le mec avec ses habitudes de dessinateur, il s'enferme voilà dans une espèce de routine de création. Et quand tu sais que le mec voilà doit pondre un chapitre par semaine, sortir des sentiers battus et faire d'autant plus d'efforts pour voilà sur le plan créatif, ben c'est prendre des risques pour finalement pas grand chose. Il faut pas oublier que voilà, la production hebdomadaire c'est quelque chose d'artisanal et que One Piece et même tous les mangas qui sont produits dans les Shonen Jump et tout ça, ça reste des produits de consommation et pensés en tant que tel. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Oda lui-même. Voilà, après ça je vais enfin pouvoir revenir sur l'analyse du chapitre. Donc Zoro qui faisait face à Gyokimaru le malandrin et qui porte bien son nom quand on sait ce qui se passe à la fin du chapitre. Celui-ci va se servir du prétexte que Zoro était en possession du Shisui, donc l'arme de Ryuma, pour justement faire tout un développement par rapport à ce personnage. Grâce à ça, on a enfin l'introduction de l'histoire de Ryuma à l'intérieur du monde de One Piece, 600 chapitres après l'introduction du personnage, et pas seulement sur Ryuma, mais aussi sur le Wano de l'époque, qui correspond bel et bien à l'univers qui est présenté voilà dans la petite histoire de Oda, qui s'intitulait Monsters, et qui mettait en place justement Ryuma et l'histoire qui nous est racontée maintenant. Pour que Oda associe les deux histoires ensemble, il devait être sacrément fier d'elle. Et c'est marrant parce que quand le personnage de Gyokimaru voilà, fait référence aux pirates qui étaient attirés par les nombreuses convoitises qui pouvaient se trouver à Wano, bah dans Monsters, le personnage en question, c'était une référence au personnage français Cyrano de Bergerac, qui passait dans Monsters comme un immense escroc et un voleur. Oda s'attaquerait-il à nos personnages français? Il y a eu des guerres pour moins que ça. Et si tu ne connais pas Cyrano de Bergerac, soit tu es déscolarisé, soit tu n'as pas écouté en cours, ou soit tu n'es tout simplement pas français. Mais bon, dans l'histoire, le personnage est présenté comme le meilleur bretteur au monde. Avec ça, je pense qu'on peut le pardonner. Et en plus de ça, on dirait que le personnage a servi de modèle au prochain personnage de Dolacour Mihawk. Et Delacour, ça fait vachement français quand même. Et il y a même des théories qui disent que Mihawk est un vampire. Alors du coup, si on apprend que les deux personnages sont en réalité la même personne ou sont reliés, ça pourrait être pas mal en vrai. Moi, ce serait un peu tiré par les cheveux, mais ça reste quand même assez stylé, t'as vu? Moi, je dis pourquoi pas, tu sais. Et bon, je vais pas plus m'éterniser sur ce que dit le personnage par rapport à Ryuma, le lore de Wano Kuni, etc. Du coup, pour en revenir à Komurasaki, qui tient la petite fille de Otoko dans les bras, qui était en réalité la cible du shogun Orochi, tenu pour responsable de la mort de Komurasaki, tout simplement. Mais comme on le voit, c'est un peu bidon, et même très bidon. Le mec passe vraiment pour un con. On dirait presque que tout le plan des Yakuza et de Komurasaki était destiné à faire passer le shogun comme un gros teubé. Celui-ci a fait appel à Kamazo l'assassin, qui a une bonne grosse tête de psychopathe. Du coup, Komurasaki implore l'aide de Zoro de lui venir en aide, en échange d'un repas et saké. Sauf que, facilité scénaristique, Zoro se fait planter parce que le gardien du pont ne pouvait pas rester tranquille. Non mais sérieux, qui peut se regarder en face dans la glace après avoir fait un truc pareil? Personne, personne. Ce mec est une merde. Il mérite la mort. Il mériterait de se faire planter à son tour et de souffrir. Il a victimisé Zoro. Non mais en vrai, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais extrêmement déçu parce que véridique, le personnage de Zoro s'est entraîné pendant tout le manga à maîtriser sa concentration et son attention pour éviter justement ce genre d'événement. En plus de sa force physique, le haki, etc., etc. Mais du coup là, c'est un prétexte pour retirer Zoro de l'histoire pendant un temps. Komurasaki, qui a une dette envers lui, va devoir s'occuper de lui. Et si en plus de ça, étant donné qu'elle a des relations avec Kyoshiro le mafieux, et vu que Zoro s'en est pris à des yakuza de ce clan, ça pourrait créer des embrouilles, etc., etc. Je sais pas trop où Oda veut nous emmener. Peut-être que les deux vont se pécho à la manière d'un afro-samouraï. Peut-être, je sais pas. Mais étant donné que Oda ne veut pas faire de romance dans son manga, bah c'est complètement à exclure. Ce qui est dommage parce que Zoro n'est plus sur la même longueur d'onde que Sanji en ce qui concerne les meufs. Ça enlève tout simplement du naturel aux relations humaines. Et ça c'est dommage. Dans un manga en général, c'est vraiment dommage. Ah oui, pour le coup, Zoro, on peut pas dire qu'il a vraiment du tact avec les meufs, hein. Okiku, au début de l'arc, il lui parlait comme de la merde. Mais au-delà de ça, on se rend compte que le personnage de Zoro, voilà, a encore des progrès à faire. Et pas avec les meufs, hein. Mais juste, voilà, comme il a été blessé, on se rend compte que voilà, il y a encore un manque à gagner. N'empêche que le mec a commencé à sourire d'une façon complètement démoniaque et à la fin était complètement badass. Pour le coup, un Zoro comme ça, moi je demande que ça. Un mec qui commence à devenir ultra dark et tout. Et même si One Piece pouvait devenir encore plus dark grâce à ce personnage, moi je dis, vas-y Oda, déchaîne-toi. Fais un maximum de sale. Et on a aussi appris dans ce chapitre que les lames noires se formaient en conséquence de toutes les victoires et combats qu'elles subissaient tout simplement. Alors vraiment, j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que c'est un moyen, voilà, pour glorifier, donner un aspect légendaire à ces fameuses armes. C'est toujours intéressant, voilà, pour développer le lore de son manga. Après, comme je l'ai dit, ouais, j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus. Faut attendre ce que Oda va en faire et va nous dire dessus. En complément, on va pouvoir clôturer cette analyse de chapitre et enfin parler de moi. À l'occasion des 1000 abonnés, j'ai eu l'idée assez
assez original de faire une FAQ. Donc mes amis, je vous invite à participer dans les commentaires, à poser des questions soit sur moi, soit sur One Piece et j'essaierai d'y répondre. Les questions qui seront les plus inspirantes seront prises et j'essaierai de faire voilà une petite vidéo sympatoche. Vraiment les gens, là je vous demande votre soutien et ce sera l'occasion aussi pour parler de la chaîne et de ce que j'ai envie de faire pour la suite. Et pour vous dire vraiment les choses, je pense que je vais me limiter un peu voilà sur les reviews de chapitres, comme je fais un peu trop souvent ça. J'ai même arrêté les théories. Bon ok, il y a des théories dans mes vidéos, mais voilà, elles sont concentrées, elles sont placées par-ci par-là, mais elles sont pas vraiment développées. Si je développais toutes les théories qu'il y avait dans mes vidéos, j'aurais déjà passé Ryo Sensei ou je ne sais pas qui, voilà, en termes de contenu. Il y a toujours moyen de faire quelque chose avec tout ça. Sur ce, je compte sur vous. Lâchez le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Merci pour tous vos commentaires et votre fidélité sur la chaîne du Don. Petite pub glissée gratuitement. J'ai ouvert un Twitter, @donrico14. Je risque d'ouvrir un Instagram aussi. Sur ce, merci pour votre soutien. C'était le Don pour vous servir. La bonne soirée, la bonne journée. Le millier d'abonnés. Et c'est quoi le millier d'abonnés? C'est la monétisation. Et oui.